Madame, Monsieur, bonjour, il est 13 h. Voici le sommaire de cette édition. Le tronçon Carrefour à Diarra fin pavé, Fidjon-ses-Plages sera réhabilité. Une décision qui met fin à l'attente des populations de cette zone. Que pensent les populations de cette décision? Quels sont le souhait et le message à l'endroit des autorités? Vous aurez les détails dans un instant. Ensuite, dans la base Vallée de l'Ouémé, l'ONG Sipcré Bénin multiplie ses actions en faveur d'une éducation inclusive. L'organisation non gouvernementale a mené une campagne de dépistage des déficiences visuelles et auditives au profit des écoliers de la maternelle au primaire. Et puis enfin, le lundi 18 mai 2026, le monde entier a célébré la journée internationale des musées. Chaque année, l'événement met en valeur un thème particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Et le thème de cette année est intitulé « Les musées unissent un monde divisé ». Le chercheur en histoire et art sacré, Toussaint Romagnon, a été reçu sur du matin ce mardi pour apporter sa lecture sur comment les musées contribuent à rapprocher les communautés dans un monde divisé. Vous allez l'entendre dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les travaux de bitumage du tronçon Carrefour à Diarra fin pavé, Fidjon-ses-Plages sont imminents, rendus possibles à la faveur du tout dernier Conseil des ministres, une décision forte du gouvernement du président Patrice Talon qui met fin à l'attente des populations dans cette zone de Cotonou. Que pensent les populations de cette décision? Quels sont leurs souhaits et le message à l'endroit des autorités? Vous aurez justement les réponses dans un instant. Ensuite, aménagement des voies d'accès et construction des bretelles du deuxième pont de Ouoma. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 13 mai 2026. Quelques jours après la tenue de ce conclave gouvernemental, l'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour recueillir les impressions des usagers de l'infrastructure routière et de ses riverains. Occasion justement de constater les difficultés que rencontrent ces derniers sur les voies d'accès. Reportage de Hugues Venigbe, Moufil Sabouran. Reliant le quartier éponyme à Kokotomé et à la route inter-État Cotonou-Lomé, le deuxième pont de Ouémé est devenu au fil des mois un passage incontournable pour beaucoup d'usagers de la route. Cependant, avant de rouler sur cette infrastructure stratégique, il faut d'abord braver quelques obstacles, les voies d'accès étant peu praticables. Tout à l'heure, je disais à mon voisin que je dois me rendre voir le mécanicien à cause de mes rotules et tout. Et non seulement ça, dégager un peu les contours pour que ce soit large. C'est tellement étroit. Des difficultés qui bientôt seront conjuguées au passé composé, le Conseil des ministres ayant décidé en sa session du 13 mai 2026 de l'exécution de travaux d'aménagement autour du pont. Il s'agit notamment du pavage des voies d'accès, de l'ouverture de contre-allées et l'aménagement de l'axe 2 d'une voie de linéaire de 1,6 km qui relie directement l'infrastructure à la future voie destinée à la circulation des bus du projet de mobilité urbaine et durable du Grand Nokoué. Sincèrement, quand j'ai appris au Conseil des ministres la dernière fois, j'étais vraiment ravi. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Voilà ce que nous demandons. Nous savons que ça va être fait. Puis ça se fait partout. Donc ça va se faire. Long de 350 mètres et situé dans la commune d'Abomey-Calavi, le pont de Ouémé 2 a été inauguré le 15 février 2025.
Le samedi 16 mai 2026 restera justement comme nouvelle page écrite pour Maningri. Les jeunes de l'arrondissement de Maningri, commune de Bassila, se sont mobilisés pour afficher un soutien massif au président élu, Romuald Wardani. Cette dynamique est portée par Elohim Biao, l'un des jeunes cadres actifs et dynamiques de l'arrondissement qui œuvre justement aux côtés de ses pairs pour le développement harmonieux de cette localité. Par cette mobilisation, la jeunesse de Maningri démontre son dynamisme et son engagement constant à relever les défis de la base. Un signal fort, Romuald Wardani peut compter sur elle. Abdou Sabri Idrissou. Il est des initiatives qui redéfinissent le militantisme et l'engagement politique d'une commune. Celle de Maningri, ce 16 mai, en est une parfaite illustration. Rejointe par les têtes couronnées et les sages, la jeunesse de Maningri, sur appel d'Elohim Biao, affiche son soutien indéfectible au président élu, Romuald Wardani. Nous, jeunes de Maningri, disons par anticipation, sans condition et sans aucune contrainte, au président élu, son Excellence, Monsieur Romuald Wardani, qui peut entièrement compter sur Maningri et sur toute sa jeunesse pour une mandature réussie. L'initiative lancée à Maningri prouve l'intérêt que cette jeunesse accorde au développement inclusif et durable du pays. S'il y a des programmes de développement, nous invitons le président Wardani à penser d'abord à Maningri. Et après, à tout le Bénin. L'appel, c'est d'inviter les dirigeants de ce pays à avoir un œil regardant sur l'arrondissement de Maningri. Parce que depuis longtemps, cet arrondissement avait été marginalisé. À chaque intervention, jeunes et sages ont multiplié les témoignages, les prières et les mots de reconnaissance envers les organisateurs, présentés comme des acteurs de l'unité et de la concorde. Au thème de cette rencontre, plusieurs participantes saluent l'initiative. Écoutons leur réaction au micro de Canal 3 Télévision. C'est un grand mouvement qui doit être inscrit dans les annales de Maningri. Je suis heureux parce que la jeunesse est en train donc de reprendre ce que nous avions fait dans le temps. Pour ce qui concerne le soutien au président Wardani, je crois que c'est éternel. Tant qu'il vivra, nous le soutiendrons. Je suis sidérée par ce que j'ai vu ce soir. La jeunesse de l'arrondissement de Maningri lutte pour le progrès de son arrondissement, ce qui est normal et génial. Par rapport aux élections présidentielles, cette jeunesse s'est très mobilisée. Elle a parlé à sa population. Elle et sa population se sont levés comme un seul homme derrière le président qui est élu actuellement, son Excellence Wardani Romuald. Nous souhaitons toujours cela, que le président Wardani pense à la jeunesse de l'arrondissement de Maningri pour son développement et pour son épanouissement. Mes impressions sont très bonnes, puisque aujourd'hui la jeunesse est une référence de développement. Donc je suis très content et je salue l'initiative et je prie Dieu pour que ces gens d'initiative soient toujours perpétuels.
Dans la basse vallée de l'Ouémé, l'ONG CIPCRE Bénin multiplie ses actions en faveur de l'éducation inclusive à travers une campagne de dépistage des déficiences visuelles et auditives au profit des écoliers de la maternelle au primaire. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'éducation inclusive et de l'empowerment des filles. Les détails dans ce reportage. Cette campagne de visite médicale au profit des écoliers de 3 à 15 ans de la basse vallée de l'Ouémé vise le dépistage précoce des déficiences visuelles et auditives en milieu scolaire. Elle est organisée par l'ONG CIPCRE Bénin avec l'appui financier d'ERIX et en partenariat avec plusieurs structures étatiques dans le cadre du projet Pédiefille. Il faut dire qu'il y a des infections qu'on a pu identifier et certains enfants ont eu à bénéficier du lavage de surhumaine parce que c'est bouché. Et également, il y a eu des cas de perforation de tympan aussi. Nous avons identifié des cas de cataracte. Comme nous le savons, c'est pas un bon signe quand on a une personne qui est atteinte de cette maladie. Il faudra alors faire des opérations pour pouvoir sauver certaines vies humaines pour ces enfants. Nous avons constaté que les enfants ont plusieurs sortes de pathologies. Quand ils sont encore petits, puisque nous avons vu aussi les enfants de la maternelle, à ce tâche, si nous menons une action, on peut régler le problème des yeux et permettre aux enfants de recouvrir la vue. Pour cette phase pilote, 4 écoles primaires publiques des communes des Agégué, d'Adjoun, de Bonou et de Dangbo ont été ciblées pour près de 1000 bénéficiaires. Au nom de tous les enfants bénéficiaires des visites médicales, je voudrais dire merci au CIPCRE Bénin. À travers cette initiative, menée avec les acteurs de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, l'ONG CIPCRE Bénin entend renforcer l'inclusion sociale et contribuer à l'amélioration des performances des enfants, quel que soit leur handicap. La communauté internationale a célébré le lundi 18 mai 2026 la journée internationale des musées. Chaque année, l'événement met en valeur un thème particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Et le thème de cette année est intitulé « Les musées unissent monde divisé ». Le chercheur en histoire et art sacré, Toussaint Romaillon, a été reçu ce matin de ce mardi pour apporter sa lecture sur comment les musées contribuent à rapprocher les communautés dans un monde divisé. Je vous propose ici un extrait de son intervention. Le musée, pour contribuer à cela, c'est d'amener la population à retrouver ce que j'appelle le sentiment de continuité historique. Pour ce qui concerne l'histoire, pour ce qui concerne la culture, la continuité historique. Je vais juste y aller avec des exemples. Allez-y. Pour dire, par exemple, nous avons un défaut quand on parle d'histoire au Bénin. Nous avons un défaut. Le défaut, c'est que nous avons plafonné notre histoire à 1600. Et on dit, on parle de la déperdition de 1600, la dispersion de 1700, c'est-à-dire la grande dispersion de 1600 provoquée par les créateurs des grands royaumes du sud du Bénin, ceux qui sont venus de Tado. Et on commence notre histoire par là. Alors que bien avant 1600, il y avait les Wémenou qui étaient sur le plateau du Zou. Les gens de la vallée. Avec leur histoire. Avec leur histoire, et qui ont fait beaucoup de choses. Mais du fait que ce sentiment de continuité soit cassé, les gens de Wémé, banalement, ils ont le sentiment d'être un sentiment de séparation, d'éloignement par rapport aux gens du Dahomey. Et c'est avec le musée qu'il faut amener ces gens-là à se reconnecter. Dire mais non, vous étiez là, Donc le sentiment de continuité historique est fondamental et le musée peut jouer ce rôle-là. Parce que c'est dans le musée qu'on va installer les informations qui les concernent. C'est dans le musée que l'archéologue va ressortir les objets qui appartenaient à leur aïeul pour dire vous étiez, et que tous ceux qui sont au Dahomey, le Dahomey c'est votre œuvre, c'est votre produit.
Donc le sentiment de continuité est fondamental et le musée peut y jouer un rôle. Donc dès que le sentiment de continuité culturelle, de continuité historique est installé, les peuples disparates se retrouvent regroupés dans ce sentiment, reconnectés dans ce sentiment. Dans leur histoire. Dans leur histoire. C'est justement pour jouer ce rôle-là que le musée est essentiel, pour nous rappeler qui nous sommes, pour nous permettre chaque fois, parce que nous recevons beaucoup de chocs de l'extérieur. Et bien voilà, à l'instant, Toussaint Romagnon, chercheur en histoire et art sacré, se prononçait sur comment les musées contribuent à rapprocher les communautés dans un monde divisé. Dans la suite de cette édition, on va aborder ce sujet. Une forte pluie accompagnée de vents violents s'est abattue dans la soirée du dimanche 17 mai à Parakou. Cette pluie était accompagnée d'une grande quantité de grêle. Les images de ces petits cailloux de glace sont devenus virales sur les réseaux sociaux. Dans ce 13h au Bénin, nous avons établi la liaison avec le directeur général de Météo Bénin, Monsieur Didier Kakbar. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. J'évoquais tantôt ce phénomène qui a été observé à Parakou dimanche dernier. Dites-nous, que faut-il comprendre par une pluie de grêle? Oui, c'est vrai. Le 17 mai 2026, Parakou a connu un phénomène météorologique exceptionnel, marqué par un violent orage accompagné de grêlons et de rafales de vent, c'est-à-dire de vent fort. Et la pluie était particulièrement intense, et ce qui a provoqué des dégâts sur certaines habitations. Nous avions remarqué des arbres qui ont été renversés et des perturbations enregistrées dans plusieurs quartiers. La grêle, c'est une précipitation sous forme de glace. Et elle se forme souvent dans des nuages orageux très puissants. Et lorsque les gouttes d'eau montent très haut dans l'atmosphère, vous savez, au fur et à mesure que nous montons à l'altitude, la température devient de plus en plus basse. Vous voyez, et ces gouttelettes d'eau qui sont chargées d'humidité, une fois qu'elles remontent au niveau de cette température qui est beaucoup plus basse, elles se forment en glace. Donc, ce sont ces cristaux alors qui tombent, c'est comme l'eau que nous mettons dans un frigo. Et une fois que l'eau entre en contact avec la température basse, elle se forme en cristaux. Donc, ce sont ces cristaux-là qui retombent sous forme de glace. Et on appelle souvent la pluie de cailloux. C'est ça. Donc, alors, voilà un peu ce qu'on appelle la pluie de glace. Alors, cette forte pluie que vous décrivez à l'instant, est-ce que c'était prévisible par les services météorologiques? Oui, nous avions déjà, à la veille, dans nos bulletins, prévu qu'il devait y avoir pluie à Parakou. Et à 4 ou à 3 heures même de l'événement, nous avions également émis une alerte comme quoi il devrait pleuvoir dans les localités nord de notre pays, y compris Parakou. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire une prévision basée sur les impacts, c'est-à-dire aller jusqu'au niveau du volume et de l'intensité. Mais on n'est pas allé jusque-là, puisque le dispositif que nous disposons ne nous permet pas de faire des prévisions basées sur les impacts. Donc, toujours est-il que nous avions déjà prévu dans nos bulletins à la veille, il devrait y avoir une pluie dans le nord, dans le Borgou. Et en quelques heures, nous avons émis une alerte pour permettre à la population de prendre les dispositions idoines. Alors, quand je reviens sur l'aspect grêle, alors pourquoi cela apparaît parfois dans les zones réputées chaudes comme le nord du Bénin, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ces localités-là. Est-ce que vous avez connu d'autres épisodes justement par le passé, dans d'autres villes? En fait, il faut faire remarquer que la grêle reste relativement rare au Bénin, surtout lorsqu'elle atteint une telle intensité que nous avions enregistré à Parakou. Mais avec les fortes chaleurs et les changements climatiques, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus imprévisibles. Vous allez constater qu'à Parakou, ces derniers temps, il faisait excessivement chaud.
j'avais expliqué lors de l'une des interviews que c'est dû au fait que la saison a certes démarré, mais il y a des pauses pluviométriques. Et lorsque vous enregistrez des pauses pluviométriques qui sont longues dans le temps, cela occasionne une élévation de la température et d'où la sensation de la chaleur. Il y a également la position de la zone de convergence intertropicale qui, lorsque c'est mal positionné, cela provoque une rupture de la pluie et donc une élévation de la température. Donc en résumé, l'origine principale la cause principale de cette pluie de grêle, c'est l'élévation de la température. Pour revenir à votre question, oui, nous avons eu des événements comme ça au Bénin. En effet, à l'entame, je disais que c'est une pluie exceptionnelle. Des événements sporadiques qui viennent peut-être une fois l'an ou une fois chaque 2 ans. Mais toujours est-il que ce n'est pas fréquent dans les pays africains. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres événements météorologiques plus inhabituels dans les jours, les mois à venir? Nous sommes dans un contexte de changement climatique et comme je l'ai dit, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus imprévisibles. Et donc, vous avez constaté que le 6 mai dernier à Cotonou, nous avions également enregistré des pluies exceptionnelles qui ont inondé toute la ville de Cotonou. Nous avions enregistré en 3 heures de temps la quantité d'eau qu'on devrait enregistrer en un mois. 174,7 mm de pluie, 194,7 mm de pluie, bien sûr. Vous voyez, donc c'est des phénomènes très rares, mais dans un contexte de changement climatique, il faut s'attendre à tout. Et donc, surtout qu'au nord de notre pays, pour cette année, selon les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques, c'est prévu que nous enregistrons des quantités de pluie un peu supérieures à la moyenne. Et donc, ceci est susceptible des inondations qu'on peut enregistrer. Et il faudrait que la population en tienne compte. Justement, et on va finir avec cette dernière question. Quels sont les réflexes que les populations doivent adopter en cas d'orage violent ou de pluie de grêle? Oui, pendant ce type d'orage, il faut éviter de rester sous les arbres, sécuriser les toitures quand c'est possible. Il faut aussi débrancher les appareils électriques, d'accord, et rester à l'abri jusqu'à la fin de l'orage. Et il est aussi important de suivre les alertes de la météorologie, même si éventuellement on n'arrive pas à faire les prévisions basées sur les impacts. Une fois que la pluie commence, on suit les événements et on peut communiquer à tout moment par rapport à la dangerosité de cette pluie-là. Donc, je voudrais demander à la population d'être toujours en alerte et de consulter les informations météorologiques. Merci à vous. Cet événement également rappelle l'importance de renforcer la prévention, la sensibilisation et les dispositifs d'alerte météorologique afin de mieux protéger la population face aux phénomènes climatiques extrêmes. Parfait. Merci à vous, M. Didier Kakpa. Vous êtes le directeur général de Météo Bénin. Très bonne suite de journée à vous. Merci. On parle d'éducation dans la suite de cette édition. L'examen du diplôme de technicien industriel DTI a été lancé lundi 18 mai 2026 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats sont évalués dans plusieurs filières majeures telles que l'électronique bâtiment, travaux publics, froid, climatisation et bien d'autres. Au centre de composition du lycée Koulibaly et de Pont-des-Ours, le démarrage a été effectif. Plus de 1885 candidats planchent pour ces examens dans ces 2 centres de composition. Voici les images. Bâtiments, travaux publics, froid et climatisation, mécanique automobile, opérateur géomètre, fabrication mécanique. Voilà autant de filières dans lesquelles planchent depuis ce lundi 18 mai 2026 les candidats à l'examen du diplôme du technicien industriel sur l'ensemble du territoire national. Dans les centres de composition des lycées Koulibaly et de Pont-des-Ours à Cotonou, ils sont au total 1885 candidats à l'assaut de ce diplôme. Le démarrage a été effectué sans anicroche. On a bien démarré. Et notre centre compte 603 candidats répartis dans 8 spécialités. Et depuis 8 heures, on a déjà lancé les épreuves et il n'y a pas d'incident. Effectivement, le diplôme de technicien
des sciences et techniques industrielles STI a démarré ce matin au centre du lycée technique professionnel Koulibaly. Tout s'est bien passé, on a bien démarré. Cet examen va se poursuivre jusqu'au vendredi prochain. Les responsables des différents centres ont saisi cette occasion pour prodiguer des conseils à l'endroit des parents et candidats pour le bon déroulement de cet examen. J'appelle d'abord les parents des candidats à les suivre, à leur rappeler qu'il faut venir au centre à l'heure et puis avec les documents, tous les documents qu'il faut, notamment la carte d'identité en cours de validité. Que les parents veillent sur leurs apprenants afin qu'ils ne soient pas en retard durant les 4 jours. Et également, c'est la période des pluies. Et donc, il faut qu'ils veillent pour que, même s'il y a la pluie, que les candidats puissent être au centre à l'heure. Le DTI est un diplôme reconnu par l'État, équivalent au baccalauréat avec un accès direct au concours et à l'enseignement supérieur. L'examen blanc du certificat d'études primaires au niveau départemental a commencé également ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Dans le littoral, la première épreuve compréhension de l'écrit a été lancée à 8h30 au centre de composition du complexe scolaire Siké Sud où était Vigila Rodéon, Rachid Soubirou. Pendant que les candidats déjà en salle attendent patiemment la première épreuve, une délégation du centre s'avance vers une salle et fait son entrée. Ensemble avec les enfants, ils ont procédé aux vérifications d'usage en ce qui concerne les mesures de sécurité autour de l'enveloppe contenant les épreuves. Occasion pour la chef centre de prononcer quelques mots d'assurance à l'endroit des candidats. Et l'examen blanc vous prépare à affronter l'examen proprement dit. Donc, pas de peur, pas de panique. Soyez sereins. Vous allez composer, vous allez faire montre de votre capacité. C'est ce que vous avez l'habitude de faire en classe. Donc, soyez disciplinés et nous vous souhaitons déjà bonne chance pour la première épreuve de lecture. Regardez, qui va me dire ce qu'il lit là? Oui. Lecture, Siké Sud, 275 copies. Oui. Donc, c'est l'épreuve de compréhension de l'écrit, c'est la première épreuve. Quelques minutes plus tard, précisément à 8h30, la première épreuve est lancée. L'examen blanc a bien commencé ce matin. On a déjà procédé au lancement de la première épreuve. Ça a commencé à 8h30. Le constat est bon parce que tous les surveillants, les correcteurs, toute l'équipe a répondu présent. Et les candidats également sont là. Il n'y a pas eu d'intempéries, donc tout ça a bien commencé ce matin. Dans ce centre du complexe scolaire Siké Sud compose 142 garçons et 133 filles, soit au total un effectif de 275 candidats. Cet examen blanc, qui se déroule au niveau départemental, est destiné, faut-il le rappeler, à préparer ces enfants à affronter dans les meilleures conditions les épreuves du certificat d'études primaires proprement dit, prévu pour démarrer le 1er juin prochain. On parle sport pour finir cette édition. Les handballeuses béninoises championnes d'Afrique de handball de plage sont déjà tournées vers la préparation du mondial de juin 2026. Après un tout premier stage de mise en route déroulé du 6 au 10 mai, l'équipe amorce une nouvelle étape des préparatifs, celle du renforcement des capacités physiques spécifiques et techno-tactiques qui se déroule jusqu'au 21 mai prochain. Les images avec Candide Rourinto. Elles sont de retour à l'entraînement après le sacre au championnat d'Afrique de beach handball à Lomé au Togo. Les handballeuses béninoises entament la préparation du mondial 2026 prévu pour le mois de juin en Croatie. Ce samedi après-midi sur la plage de Fitrosé à Cotonou, le travail de remise en condition du groupe se poursuit avec rigueur et une montée progressive en intensité. Un atelier singulier axé sur la vitesse lance les hostilités pour les joueuses qui affichent engagement et concentration. On est en train de les réveiller, on est en train de faire le reconditionnement. À partir du deuxième stage, on va faire beaucoup de tactique, beaucoup de matchs.
La séance spécifique du jour s'accentue sur l'amélioration des qualités individuelles de chacune des joueuses, avec un accent particulier mis sur la technique de pirouette. Chacune dans son couloir travaille de manière spécifique. Les tireuses peaufinent leur technique de tir, les déplacements y compris. De leur côté, les gardiennes se concentrent sur l'amélioration de l'explosivité devant la cage, mais travaillent aussi les réflexes et les sorties. C'est pas facile. Le début a été un peu difficile chez moi en fait. C'était pas facile. Mais avec le temps, 2 jours d'entraînement, 3 jours plus là, je me suis adaptée. Au sein du groupe, tout le monde est motivé. Et il y a l'engagement, la détermination. Il reste les petits réglages. Le groupe est ensuite subdivisé en 3 pour un tournoi triangulaire de 5 x 5 minutes par match. Occasion pour l'encadrement technique d'évaluer le niveau d'application des joueuses dans les conditions d'un match de handball de plage. Une 3e partie de la séance du jour, toute aussi rythmée que spectaculaire, qui témoigne de l'engagement des joueuses et du niveau de progression du groupe composé de quelques nouvelles têtes. Toutes les joueuses doivent avoir la capacité de maîtriser le spécifique par rapport au tir pirouette. Minimum savoir bouger le positionnement défensif, la rapidité en défense et avoir un minimum de conditions physiques pour continuer. La préparation est ainsi lancée pour les championnes d'Afrique. C'est parti pour plusieurs semaines de travail intense et rigoureuse en vue de mettre le groupe au top pour aller défendre vaillamment tout un continent sur la scène mondiale du beach handball. Et puis retrouver dans nos prochaines éditions ce reportage sur le tronçon Carrefour Adjara-Finpavé, Fidjounse-Plage qui sera réhabilité. Une décision qui met fin à l'attente des populations de cette zone, justement. Que pensent les populations de cette décision? Un reportage que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de l'information. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.